7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h44 sur Europe 1. C'est une semaine difficile qui s'ouvre pour le gouvernement sur les deux niveaux de la démocratie, la rue et le Parlement. Partout de l'hostilité à son projet de réforme des retraites. Alors le texte arrive ce matin en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Il y a 7000 amendements à examiner avant l'envoi du texte dans l'hémicycle. Demain, dans la rue, il devrait y avoir beaucoup de monde. Alors y en aurait-il plus que le 19 janvier dernier? C'est une des questions autour de ce sujet. On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, et Géraldine Vosner, journaliste au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Alors on va partir de ce sondage, c'est très intéressant, Opinion Web pour les Échos. On voit que l'opposition des Français à la réforme ne faiblit pas. Il y avait 58% des Français opposés à la réforme le 12 janvier. On est monté à 66% le 19 janvier, jour de la première manifestation. On est encore à 61%. L'affaire vous semble-t-elle bien embarquée pour le gouvernement, compte tenu de ce chiffre quand même C'est très compliqué pour le gouvernement qui, à mon avis, a commis un certain nombre d'erreurs. Erreurs de communication. D'abord, on a quand même eu un exécutif qui, depuis 5 ans, répétait qu'il était hors de question d'augmenter l'âge de départ, qu'il y avait d'autres solutions, et qui opère un renversement complet. Ça crée quand même dans l'opinion une espèce d'élan de rejet. Et puis, erreur de communication, quand on présente la réforme comme une réforme juste. C'était le mot d'ordre d'Elisabeth Borne. C'était l'élément de com qu'elle avait choisi de mettre en avant. Du coup, tout le monde s'est mis à regarder dans le détail quelles étaient les situations particulières, et on s'est aperçu que non, elle a plein de vertus sans doute cette réforme, mais on ne peut pas la qualifier de juste. On a vu les problèmes sur les carrières longues qui allaient cotiser un peu plus longtemps, etc. Donc voilà, on se retrouve un peu pris dans une nasse, et là-dessus, on perd la bataille un petit peu de la raison. C'était pas la bonne communication. Oui. Et l'autre erreur a été de négocier d'abord avec l'opposition pour s'assurer une majorité à l'Assemblée et d'entamer les discussions après seulement avec les syndicats, ce qui laisse aujourd'hui peu de marge de manœuvre pour sortir par le haut de cette situation. Alors, il y a aussi dans l'évolution de la communication gouvernementale, Charlotte Dornelas, pendant 3 semaines, on a entendu Elisabeth Borne et tout le gouvernement nous dire non mais on est ouvert à la discussion, on peut améliorer ensemble le projet. Et puis hier, changement de ton, Elisabeth Borne qui nous dit 64 ans, de toute façon, ça n'est plus négociable. La porte est fermée, le texte arrive et on n'en changera pas une ligne sur, en tout cas, la ligne directrice qui est le report de l'âge légal, la mesure phare pour arriver à ce fameux équilibre des comptes à l'horizon 2030, Charlotte Dornelas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les positions sont cristallisées, sont figées ? Non, mais c'était la poursuite. Moi, quand j'ai vu ça hier, c'est la poursuite d'une communication originale, on va dire, sur le texte. J'ai pas trop compris. En vrai, je me suis dit, à 2 jours de la mobilisation, où il y a quand même un enjeu énorme, est-ce qu'il y aura plus de monde ou moins de monde pour le gouvernement, c'est quand même un enjeu énorme. Aller se focaliser encore une fois, déjà il y a une semaine à ce micro, je disais tout le monde se focalise sur la question de l'âge et personne en effet ne discute autour de ça, et là on voit une cristallisation qui est voulue. Je veux dire, on a à la fois Jean-Luc Mélenchon qui veut absolument, la NUPES d'ailleurs de manière générale, qui veut absolument être l'opposition, le visage d'une opposition extrêmement composite à ce texte, et Gérald Darmanin qui dans une interview hier à côté de Madame Borne fait de l'opposition le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une entente, on va dire, entre les deux pour se renvoyer la balle et pour en effet cristalliser les positions, chacun ayant besoin de l'autre, et tout le gros, on va dire, de cette opposition pour des raisons différentes et plus ou moins légitimes forcément sur le texte, et bien évidemment disparaît dans cette opposition à mon avis, partiellement factice. Alors, on comprend, effectivement, vous citez Gérald Darmanin dans Le Parisien hier, Bruno Le Maire également dans le Journal du Dimanche. Le maître mot, c'est on assume le texte. Et puis, c'est vrai que ça n'a pas été très profitable pour le gouvernement de se montrer ouvert à des améliorations. Il n'a engrangé aucun bénéfice de cela, finalement, Géraldine Vosner. Mais c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gouvernement, il a une majorité relative à l'Assemblée. Donc il devait s'assurer un soutien à celui des LR avant de présenter son texte, et il a concédé les plus gros éléments. En fait, il les a déjà concédés à LR. Par exemple, la retraite à 1 200 € brut pour tous, c'est pas rien comme concession, et c'est déjà fait. Donc il a plus grand
grand-chose à donner. Voilà, il a plus grand-chose à donner aux syndicats, puisque je vous rappelle que l'objectif de la réforme, c'est quand même d'économiser un petit minimum de 8 milliards d'euros. Ils peuvent pas aller en deçà. Maintenant, c'est intéressant, la sortie de Gérald Darmanin, comme celle de Bruno Le Maire. Politiquement, on voit qu'ils prennent conscience que finalement la bataille de l'opinion publique, elle est perdue, que l'angle d'attaque de la justice n'était pas le bon, et ils essayent de repolitiser ce débat en se plaçant sur le terrain quasi, voilà, la valeur travail quasi civilisationnelle, contre ceux qui réduisent le travail à une souffrance, à une aliénation. Ils replacent ça sur un terrain très très politique en espérant passer. Oui, alors c'est quand Gérald Darmanin dit il faut travailler plus, on n'a jamais rien sans rien, comme disait ma grand-mère, etc. etc. Enfin, c'est vrai, on recentre un petit peu l'argumentaire. Je précise qu'Elisabeth Borne sera jeudi sur France 2, grande émission, elle sera 2 jours après la mobilisation, donc semble-t-il elle aura des choses à nous dire, mais de l'eau aura déjà pas mal coulé sous les ponts. Venons-en à cet autre aspect des choses, Charlotte Dornelas, c'est la question qui est soulevée ce matin par le journal Le Figaro qui s'en inquiète, la tentation de la radicalisation. On voit se manifester dans certaines fédérations syndicales, c'est-à-dire par exemple vous allez la CGT à la SNCF par exemple, c'est assez parlant, où on l'a vu dans les fédérations gaz, électricité ou encore pétrole, des envies de blocage, de durcissement du mouvement. L'idée étant en substance dans ces fédérations que l'intersyndicale, elle est trop molle, elle est trop lente face à un gouvernement qui lui accélère. La possibilité de réduire les durées des débats parlementaires à 2 mois. Et on se dit que finalement, l'intersyndicale qui pilote le mouvement depuis maintenant 2-3 semaines pourrait perdre le contrôle. Est-ce que vous voyez se profiler ce durcissement à géométrie variable ? C'est l'éternelle discussion. Évidemment, ceux qui discutent avec les ministères sont plus raisonnables, on va dire, que les plus radicaux qui sont sur le terrain. Il y a une passion révolutionnaire, on va dire, chez certains syndicalistes de terrain. Mais vous pensez qu'on va vers du désordonné, là ? C'est évidemment le risque. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas du tout envie de participer. J'ai pas envie de participer du côté justement boule de cristal qui fait que de toute façon, ce sera forcément pire que ce qu'on peut imaginer. Parce que je trouve ça d'abord assez injuste pour encore une fois la masse des gens qui s'y opposent pour des raisons enfin moi j'ai entendu des gens qui légitimement se posent des questions sur les efforts qui leur sont encore demandés alors que d'autres ne sont jamais réclamés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont absolument d'accord avec le postulat de base qui est on vit plus longtemps, on doit nécessairement travailler plus longtemps, mais simplement qui se demandent pourquoi est-ce que ces efforts-là sont systématiquement demandés et que d'autres ne le sont jamais parce que plus explosifs peut-être politiquement. Donc, là vous parlez de la légitimité de la mobilisation contre la réforme. Oui c'est ça, et cette légitimité-là, vous savez, moi j'ai été un peu échaudée, on va dire, par la manière dont a été traité le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que on le raccroche aux casseurs qui sont à Paris une fois par semaine et on finit par faire d'un mouvement extrêmement politique au sens très noble du terme, sur le fond, une question de maintien de l'ordre. Et j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'ai trouvé qu'on réglait pas un problème de fond, on ne donnait pas des réponses à des questions qui étaient extrêmement légitimes de la part d'un mouvement très populaire aussi. Il y a quand même une grande différence, Charlotte, c'est que les Gilets jaunes, on avait un spectre de revendications très large. Mais pas initialement, pas au tout début. Sur les premiers ronds-points, la question c'était comment est-il possible que nous n'arrivions pas à vivre de notre travail correctement avec un État de plus en plus absent par le biais des services publics de nos vies, c'est-à-dire dans la France, la fameuse France périphérique. Cette revendication-là, elle était extrêmement précise. Au contraire, elle a été diluée par l'extrême gauche qui a récupéré le mouvement et j'ai l'impression que l'histoire se répète sans fin et je trouve ça, et c'est pour ça que je disais qu'il y a une entente évidemment, une entente pratique, on va dire, pour les deux. Et je trouve ça assez injuste. Alors, c'est ça qu'on appelle la gilet jaunisation, Géraldine Vosner, c'est-à-dire en fait, comme on n'a pas eu gain de cause il y a de ça 4 ans, quelque part, une sorte de vengeance pour à la moindre occasion, et les retraites en procurent une belle. Je ne sais pas si on peut parler de vengeance. Je pense qu'il y a une espèce de continuum de politique et d'ambiance dans la population. Il y a quand même un fait qui est réel. Cette réforme va toucher et va impacter plus brusquement, je dirais pas plus durement, mais plus brusquement, certaines catégories de population, les classes moyennes, classes populaires et ceux qui sont
assez proches de l'âge de la retraite, qui n'avaient pas prévu, anticipé ça, qui ont le sentiment de prendre un coup de massue. Et c'est intéressant, d'ailleurs l'Élysée le suit très près, c'est que la mobilisation est très également répartie sur le territoire et notamment très vivace dans les villes moyennes, dans ce qu'on appelle cette France périphérique, qui se sont un petit peu délaissées et qui veut alors défendre peut-être sa retraite, mais aussi peut-être simplement qu'on l'entende et qu'on la considère, ce qu'a toujours eu du mal à faire ce gouvernement. Ceci dit, par de la colère, je reviens à mon sujet de radicalisation. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a le fantôme des gilets jaunes qui plane, mais enfin bon, cette idée que des grandes manifestations tous les 10 jours, est-ce que c'est plus ou moins efficace que des grèves dures dans les entreprises? Ça, c'est vieux comme le syndicalisme, finalement. Ça va être compliqué, mais cela dit, ça va être intéressant aussi dans les jours qui viennent. On va voir quelle est l'unité du front syndical par rapport à cette mobilisation. Ces débordements par la base, c'est pas la première fois qu'on l'observe. On l'a vu au moment des grèves dans les raffineries, on l'a vu cet hiver. À la SNCF, le mouvement est venu hors syndicat, finalement. Donc on a une radicalisation de cette jeunesse. Ça non plus n'est pas nouveau. Sudrail, à la fin des années 80, naît justement d'une radicalisation de la base qui trouve que la CGT ne va pas assez loin. Alors, peut-être, mais en même temps, la CFDT serait en colère, n'est pas du tout favorable à ce qu'on, Laurent Berger l'a dit, à ce qu'on bloque le pays. Donc, il y a la question de cette tenue du front syndical et puis de la réaction des Français. Je veux dire que, moi, c'est pareil, j'ai aucune idée de comment ça sera perçu. Quelles seront les réactions si on doit bloquer le pays? C'est ce qu'on verra dans les jours, les semaines qui vont venir. Alors, on ne va pas entrer dans le détail du texte, mais il se trouve que mercredi arrive en Conseil des ministres le projet de loi immigration défendu par Gérald Darmanin. Comme par hasard, est-ce que c'est le bon moment pour sortir ce texte, le mettre sur la place publique en pleine bataille des retraites? Écoutez, on peut y voir quand même un certain intérêt. Ça peut présenter un intérêt finalement politique pour le gouvernement, dans la mesure où vous avez une large majorité de l'opinion aujourd'hui qui est contre cette réforme des retraites, et soutenue évidemment par la NUP, par la gauche. Sur l'immigration, on risque d'avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir la NUP qui se déclare défavorable à un durcissement des conditions d'accueil ou de l'encadrement, en tout cas de l'immigration. Or, l'opinion, elle, y est très largement favorable, et je pense qu'il y a quand même une arrière-pensée du gouvernement de jouer un peu là-dessus pour fissurer cette unité de la gauche, apparente de la gauche et de l'opinion. Est-ce que vous regrettez, Charlotte Dornelas, cette instrumentalisation quelque part du projet de loi immigration dans le débat plus large sur les retraites? C'est un petit peu ce que semble dire Géraldine Bosner à l'instant. Moi je le regrette pas, je pense que c'est un sujet qui est également extrêmement important, et là pour le coup Gérald Darmanin a raison de dire que c'est une préoccupation majeure dans le pays, et même sur la question de la souveraineté même du pays, de savoir qui rentre et qui sort de son pays. J'ai peur en revanche que la loi immigration ne serve qu'à être un instrument par rapport à la réforme des retraites. On pourrait imaginer que, étant donné que les deux sont présentés quasiment en même temps, le sujet de la démographie, par exemple, soit présent au cœur, justement, puisse lier les deux sujets, ce qui n'est pas le cas. Et on risque d'avoir un discours extrêmement dur en disant cette réforme des retraites. D'ailleurs, on a vu Gérald Darmanin insiste sur les expulsions. C'est donc bien un moyen de communiquer aussi à destination de la population. Dans le détail, j'attends de voir le texte pour le commenter, mais de ce qui est sorti, j'ai peur que le durcissement soit essentiellement dans la bouche du ministre. Rendez-vous mercredi. Merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Géraldine Bosner, Le Point. Bonne journée.